Notre civilisation est-elle en déclin? Des fois, on a vraiment l'impression que le système est brisé, que quelque chose ne tourne pas rond. Pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe, on va explorer la perspective fascinante de l'économiste Michael Hodzun. Selon lui, la réponse se cache dans un changement fondamental de la nature même de notre économie. Alors, voici le plan de match. On va commencer avec une vieille bataille d'idées du 19e siècle et on va suivre le fil de tout ça jusqu'au grand titre de l'actualité mondiale d'aujourd'hui. OK, on se transporte dans la Grande-Bretagne du 19e siècle. Faut s'imaginer qu'à l'époque, une lutte féroce faisait rage pour définir l'avenir même du capitalisme. Bon, pour tout comprendre, il faut absolument maîtriser un concept clé, la rente économique. En gros, c'est un revenu qu'on obtient simplement parce qu'on possède quelque chose, pas parce qu'on a produit quoi que ce soit de nouveau. C'est vraiment le point crucial de toute cette analyse. Alors d'un côté, on avait les capitalistes industriels. Eux, leur but, c'était de produire plus en réduisant les coûts, y compris le coût de la nourriture pour leurs employés. De l'autre côté, il y avait l'aristocratie foncière, qui, elle, voulait maximiser les revenus de ses terres sans rien produire. Et les économistes classiques, comme le fameux David Ricardo, se sont rangés du côté des industriels. Et ça illustre parfaitement l'objectif de l'époque. L'économie classique, dans le fond, elle visait rien de moins qu'à créer une société libre de revenus non gagnés. C'était vu comme la clé de la prospérité pour tout le monde. Mais alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? Comment est-ce qu'on s'est éloigné de cet idéal-là? Passons maintenant à la suite de l'histoire qui explique comment la classe des rentiers a orchestré un retour en force au point de redéfinir la pensée économique elle-même. Cette chronologie, elle révèle une transformation sur plus d'un siècle, où l'idéologie du rentier est passée de complètement vaincue à dominante. Ça a commencé de façon assez subtile, avec une réécriture des théories économiques pour brouiller les cartes. Puis, après la guerre, la finance a pris de plus en plus de place pour finalement culminer avec les grandes privatisations des années 80 qui ont été le coup de grâce. Pour réussir ce retour, il a fallu changer les règles du jeu, intellectuellement parlant. On a pas mal arrêté de parler de revenus non gagnés. Soudainement, tout profit est devenu la juste récompense pour un service rendu. Et l'idée d'un marché libre a été complètement transformée. Au lieu d'être un marché libéré de la rente, il devait être libéré du gouvernement. Prenons un exemple super concret que tout le monde connaît bien, une hypothèque. Avant, la rente, elle allait au propriétaire du terrain. Aujourd'hui, quand on achète une maison, une grosse partie de la valeur de cette rente est transférée directement au secteur financier sous forme d'intérêt. Sur 30 ans, la banque finit par capter une part énorme de la richesse. Et cette évolution nous amène à une situation où coexistent deux systèmes qui sont fondamentalement différents, même s'ils portent tous les deux le nom de capitalisme. C'est là que tout devient clair. D'un côté, il y a le modèle industriel, qui cherche à produire en gardant les coûts bas, où l'État investit dans les infrastructures pour aider l'économie. Et de l'autre, on a le modèle financier, qui cherche à faire grimper le prix des actifs pour en extraire de la rente, où l'État privatise ces mêmes infrastructures. Les objectifs sont, on le voit, diamétralement opposés. Le résultat est assez frappant. Une grande partie de ce qu'on appelle la croissance dans les économies occidentales, ce n'est pas de la nouvelle production de biens et de services, c'est simplement l'expansion de l'extraction de rente par le secteur financier, l'immobilier ou les monopoles. Et cette divergence fondamentale, elle ne restait pas juste confinée à l'intérieur des frontières. Selon Hudson, elle est maintenant au cœur même des tensions géopolitiques mondiales, notamment entre l'Occident et des pays comme la Chine ou la Russie. On observe donc deux approches géopolitiques qui découlent directement de ces modèles économiques. L'un, désindustrialisé, qui cherche à maintenir son contrôle via la finance et les sanctions. L'autre, en pleine industrialisation, qui se concentre plutôt sur la production et la construction de partenariats commerciaux. La thèse centrale de l'argument géopolitique de Hudson, c'est pas mal ça. Le conflit actuel, il viserait à maintenir un système d'extraction de richesses parce que la compétition sur le plan de la production n'est tout simplement plus possible pour l'Occident. D'accord. Mais concrètement, quel est l'impact de toute cette théorie sur la vie de tous les jours? C'est là que le portrait d'ensemble prend vraiment tout son sens. Et on en arrive à la question. La question que pas mal tout le monde se pose. Comment ça se fait que le coût des besoins de base a explosé au point de devenir insoutenable pour plusieurs? Eh bien, voici l'analogie clé qui relie tout ça. La lutte historique contre le prix élevé du grain qui était imposé par les rentiers de l'époque, c'est en fait la même lutte que celle menée aujourd'hui contre le coût exorbitant du logement ou de la santé, un coût qui est gonflé par le modèle financier. Chaque secteur est touché. Pour le logement, ce sont les intérêts. Pour la santé, ce sont les frais des assureurs. Pour l'énergie, les profits des entreprises privées. Pour l'éducation, c'est la dette étudiante.
À chaque fois, c'est un mécanisme d'extraction de rente qui rend un service essentiel inabordable. Hudson conclut avec une idée assez puissante. Le langage même qu'on utilise pour parler d'économie serait en quelque sorte conçu pour masquer cette réalité, pour nous empêcher de voir la vraie dynamique à l'œuvre. Alors, la question finale qui reste en suspens, c'est la suivante. Est-ce que le système est défaillant ou est-ce qu'il accomplit parfaitement la mission pour laquelle il a été repensé, c'est-à-dire servir les intérêts d'une économie de rentier? C'est une question qui mérite certainement une bonne réflexion.